La mariée de mon fils m'a hurlé, espèce de femme stupide et maladroite. Et m'a giflé à son mariage. Mais elle ne savait pas que j'étais sa belle-mère. Juste après, mon fils s'est approché et a regardé sa mariée, la voix glaciale. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Le bruit du cristal heurtant le marbre a transpercé la réception comme un coup de feu. J'ai senti la flûte de champagne glisser de mes doigts tremblants et je l'ai regardée exploser en mille éclats scintillants sur le sol poli. Le quatuor à cordes s'est arrêté au milieu d'une note. Les rires se sont tus. Même l'air semblait retenir son souffle. Puis sa voix a déchiré le silence. « Espèce de femme de la campagne, stupide et maladroite. Tu as ruiné ma robe. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de détruire ?» Je suis tombé à genoux. Mes mains se sont instinctivement dirigées vers le verre brisé, de la même manière qu'elles s'étaient dirigées vers le lait renversé sur les sols en linoléum à la maison. Ma voix est sortie, faible et chevrotante. « Je suis désolé. Je ne le voulais pas. J'essayais juste d'aider. Ne me touchez pas », la gifle est partie vite et fort. Le son a résonné comme un coup de fouet dans l'immense salle. Je me suis figé. Mes mains ont plané au-dessus du sol un instant impossible avant que je n'enlève une lentement vers ma joue. La brûlure s'est répandue sur mon visage comme un feu. Je pouvais sentir sa chaleur. La forme de ses doigts s'imprimant déjà sur ma peau. Mes yeux étaient grands ouverts. Je ne pouvais pas cligner des yeux. Je ne pouvais pas respirer. Quelque part au-dessus de moi, j'ai entendu la voix de mon fils. Basse, froide, dangereuse. « Victoria, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Je m'appelle Connie Lawrence. J'ai 68 ans. Je suis veuve. Mon mari, Thomas Lawrence, est décédé quand notre fils avait 14 ans. Le charbon l'a emporté lentement, petit à petit, remplissant ses poumons de poussière noire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer sans douleur. Les médecins ont appelé ça la pneumoconiose. Moi, j'appelais ça un meurtre à petit feu. Il avait survécu à un effondrement des années auparavant qu'il avait laissé avec une claudication et une toux qui n'est jamais partie. Le poumon noir a terminé ce que la montagne avait commencé. Nous vivions dans une ville minière de Virginie occidentale, un endroit qui avait autrefois été plein de vie, de bruit et d'espoir. Au moment de la mort de Thomas, c'était un cimetière pour les vivants. La mine avait fermé. Les jeunes étaient partis. Les vieux étaient restés parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Nous vivions des allocations d'invalidité, de petits boulots au salaire minimum et des souvenirs d'une époque où les hommes rentraient sales mais fiers. Maintenant, ils rentraient juste brisés. Après la mort de Thomas, je me suis retrouvé avec des dettes dont je ne voyais pas le fond. Les factures médicales s'empilaient comme des pierres tombales. L'hôpital voulait son argent. La pharmacie voulait son argent. Les pompes funèbres voulaient leur argent. J'avais un fils qui était intelligent, trop intelligent pour cette ville. Et je savais que si je ne trouvais pas un moyen de le maintenir à l'école, la montagne l'emporterait aussi. Alors j'ai travaillé. J'ai travaillé au restaurant sur Main Street, celui avec les banquettes en vinyle craquelé et le café qui avait un goût de rouille. Je restais debout pendant 8 heures, parfois 10, à porter des assiettes d'œufs et de bacon à des hommes qui pouvaient à peine se permettre de laisser un pourboire. Mes pieds me faisaient mal, mon dos me faisait mal, mais je souriais, je versais le café, je prenais les pièces qu'ils laissaient sur la table et je ne me plaignais pas. Quand le restaurant fermait, je conduisais jusqu'à la ville voisine et je nettoyais les maisons des familles qui avaient encore de l'argent. Je récurais leurs toilettes, lavais leurs sols et leurs fenêtres jusqu'à ce que mes mains se gercent et saignent. J'utilisais tellement d'eau de javel que ma peau devenait à vif. La nuit, je raccommodais les vêtements des voisins, cousant des pièces sur des jeans et réparant des ourlets déchirés pour quelques dollars par-ci par-là. Je cachais mes mains dans les poches de mon tablier. Je ne voulais pas que Liam les voie. Je ne voulais pas qu'il sache à quel point ça faisait mal. C'était un bon garçon, un garçon intelligent. Il étudiait pendant que je travaillais. Il lisait des livres de la bibliothèque qui tenaient avec du ruban adhésif et de l'espoir. Ses professeurs me disaient qu'il avait un don. Ils me disaient qu'il pourrait obtenir une bourse s'il suivait les cours avancés. Ils me disaient qu'il pourrait aller à l'université. Mais les cours coûtaient de l'argent. Tout coûtait de l'argent. Je me souviens du jour où je suis allé au lycée pour demander un délai de paiement. C'était un mardi d'octobre. Les feuilles tombaient et l'air sentait la fumée. Je portais ma plus belle robe, la bleu marine que j'avais portée aux funérailles de Thomas, et je suis entré dans le bureau du directeur la tête haute et les mains dans les poches.
Le directeur était un homme nommé Howard Brennan. Il avait les cheveux fins, des lunettes épaisses et une façon de regarder les gens comme s'ils étaient quelque chose de collé sous sa chaussure. Il s'est assis derrière son bureau, a joint ses mains et a écouté pendant que j'expliquais que j'étais à court d'argent pour les frais de scolarité. Je lui ai dit que je pouvais payer en plusieurs fois. J'ai promis que je ne manquerais aucun paiement. J'entendais ma voix trembler. Je détestais ça. Je détestais la façon dont il me regardait, avec un mélange de pitié et d'arrogance comme de l'huile et de l'eau. Il a dit. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil. Il a dit, « Madame Laurence, je comprends votre situation, mais nous avons des règles. » Je suis resté là. J'ai attendu. Je n'ai pas supplié. Pas avec des mots. Mais je sais qu'il l'a vu dans mes yeux. Finalement, il a accepté. Il m'accorderait un délai. Il m'a fait signer un papier promettant de payer toutes les 2 semaines. Il m'a fait me sentir petite. Il m'a fait sentir comme si je demandais la charité au lieu d'une chance. Ce que je ne savais pas, c'est que Liam était devant le bureau. Il était venu m'apporter mon manteau. Il a tout entendu. Il a entendu le ton condescendant du directeur. Il a entendu ma voix se briser quand j'ai dit merci. Il m'a vu sortir de ce bureau, les épaules droites et les mains toujours cachées. Il a vu ma honte et ma dignité tout à la fois. Il ne m'a jamais dit qu'il était là, mais je sais maintenant que cela a changé quelque chose en lui. Cela a allumé un feu. Les mois ont passé. Liam étudiait plus dur. Il dormait à peine. Je continuais à travailler. Je gardais mes mains occupées. Et quand le moment est venu pour lui de postuler à l'université communautaire, quand il a eu besoin d'argent pour son premier semestre, je lui ai dit que j'avais économisé. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je lui ai dit que tout allait bien. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais vendu les dernières choses de valeur que Thomas avait laissées. Sa collection de timbres. Celle qu'il avait commencé enfant et complétée chaque année. La montre de poche de son grand-père. Celle avec l'inscription au dos qui disait « Le temps est la seule richesse qui compte ». Je les ai vendus à un homme du comté voisin qui m'a payé en espèces. Et n'a pas posé de questions. J'ai pris cet argent, je l'ai mis dans une enveloppe et je l'ai donné à mon fils. Je lui ai dit que c'était des économies. Je lui ai dit que son père serait fier. Il m'a cru. Il a pris l'argent. Il est allé à l'université. Et je suis retourné travailler avec mes mains gercées, mes pieds endoloris et mon cœur plein d'espoir qu'il s'en sortirait. Qu'il deviendrait quelque chose de plus que cette ville. Qu'il respirerait un air qui n'aurait pas le goût de la poussière de charbon. J'avais raison. Il s'en est sorti. Mais je n'aurais jamais imaginé que des années plus tard, je me retrouverais dans une salle en marbre à New York, avec du champagne sur les mains et une marque rouge sur le visage, me demandant si j'avais fait une terrible erreur. Liam est rentré en Virginie occidentale au printemps. Il avait alors 37 ans. Il est sorti d'une voiture noire qui semblait coûter plus cher que notre maison. Et il m'a souri comme s'il était encore ce garçon qui s'asseyait à la table de la cuisine pour faire ses devoirs sous la lumière jaune. Mais il n'était plus ce garçon. Il était le fondateur et PDG d'une entreprise valant des milliards de dollars. J'avais vu les articles. J'avais entendu les voisins en parler. Mon fils avait bâti quelque chose à partir de rien, et maintenant il vivait dans un pantoux surplombant Central Park à New York. Il m'a parlé de son entreprise. Elle s'appelait quelque chose avec des chiffres et des lettres que je n'arrivais jamais à retenir. Une entreprise de fintech, a-t-il dit. Technologie financière. Le produit phare était une application, un programme sur téléphone qui aidait les gens comme nous, les familles à faible revenu, les gens qui étaient à une urgence près de se noyer. Elle les aidait à gérer leur argent. À éviter les usuriers. Les prédateurs qui rôdaient quand on était désespéré. Je savais pourquoi il l'avait créé. Il ne l'a jamais dit à voix haute, mais je le savais. Il se souvenait de l'année où j'avais contracté cet emprunt pour couvrir le reste des factures médicales de Thomas. L'homme qui venait à notre porte chaque semaine avec ses cheveux gominés et son sourire crispé. Les intérêts qui ont doublé, puis triplé. La nuit où j'ai cru que nous allions perdre la maison. Liam avait 16 ans à l'époque. Il m'avait entendu pleurer dans la cuisine. Il n'a jamais oublié. Les investisseurs se sont moqués de lui au début. Il me l'a raconté plus tard. Ils l'appelaient le Pecno. Ils se sont moqués de l'idée de créer une application pour les pauvres. Il n'y avait pas d'argent à se faire là-dedans, disait-il.
Mais Liam était têtu. Il a écrit du code que personne d'autre ne pouvait écrire. Il travaillait 20 heures par jour. Il a construit quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Et finalement, ils ont arrêté de rire. La première chose qu'il a faite avec sa fortune a été de venir me chercher. Il m'a fait venir à New York en jet privé. Je n'avais jamais pris l'avion auparavant. Je suis arrivé dans un aéroport privé avec ma seule valise cabossée et mon manteau de laine usé. Le manteau était marron, lourd et plus vieux que Liam. Je me tenais là, sur le tarmac, entouré de verre, d'acier et de béton poli, et j'avais l'impression d'être entré dans un rêve qui n'était pas le mien. Le Penthouse était énorme. Il avait des bails vitrés du sol au plafond qui donnaient sur le parc. Les sols étaient en marbre. Les meubles étaient élégants, modernes et semblaient n'avoir jamais servi. Il y avait une femme qui venait faire le ménage, un homme qui cuisinait. Des gens qui faisaient des choses que j'avais passé toute ma vie à faire moi-même. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Je me réveillais à 5 heures du matin parce que c'était l'heure à laquelle je m'étais toujours réveillé. Je faisais du café dans la cuisine avant de me rappeler que quelqu'un d'autre était censé le faire. Je pliais le linge que je trouvais dans le sèche-linge et la femme de ménage me regardait comme si j'avais fait quelque chose de mal. J'ai essayé de nettoyer la salle de bain et Liam m'a trouvé à genoux en train de frotter le carrelage. Il a dit, « Maman, tu n'as pas à faire ça. » J'ai dit, « Je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. » « Fils, ça fait du bien de garder mes mains occupées. » Il n'a pas discuté. Il m'a juste embrassé le front et est parti travailler. Victoria est entrée dans ma vie comme un courant d'air froid. Elle était belle, grande et mince, avec des cheveux sombres qui tombaient parfaitement sur ses épaules. Elle travaillait comme critique d'art. Elle écrivait pour des magazines dont je n'avais jamais entendu parler. Elle venait d'une famille de vieille fortune, de la côte, le genre de famille qui était riche depuis si longtemps qu'elle n'y pensait même plus. Elle et Liam étaient ensemble depuis 2 ans. Il allait l'épouser en public. Elle était parfaite. Elle me souriait. Elle me tenait la main. Elle disait aux gens combien elle admirait l'histoire de Liam, à quel point c'était inspirant. Un self-made man, un conte de fées où l'on passe de la misère à la richesse. Elle le disait comme si elle était fière, comme si elle comprenait. Mais quand Liam n'était pas dans la pièce, elle était différente. Elle corrigeait ma façon de prononcer certains mots. Elle me disait que ça se prononçait d'une certaine manière et pas d'une autre. Elle regardait mes vêtements, mes robes simples, mes chaussures pratiques. Elle me suggérait des magasins qui pourraient me plaire, des endroits qui vendaient des choses plus appropriées pour New York. Elle le disait gentiment, comme si elle essayait d'aider, mais ses yeux étaient froids. Il y a eu un dîner, un petit, juste 8 personnes, des amis de Victoria. Je me suis assise à la longue table et j'ai essayé de ne pas me sentir déplacée. Les couverts étaient lourds. Il y avait plus de fourchettes et de cuillères que je ne savais quoi en faire. J'ai pris la mauvaise. Une grande fourchette en argent. Elle a glissé de mes doigts et a heurté l'assiette avec un bruit qui a fait taire tout le monde. Victoria a ri. C'était un son cristallin, léger et aérien. Mais quand j'ai levé les yeux, son regard était acéré. « Oh, Connie, ma chérie », a-t-elle dit. « Nous utilisons l'argenterie Tiffany, pas les fourchettes en fer blanc du restaurant. » La table a ri. C'était un rire poli. Un rire mal à l'aise. Liam a souri. Il n'a pas entendu le venin dans sa voix. Il pensait que c'était une blague. Une petite taquinerie inoffensive, mais je l'ai entendu. Je l'ai senti s'installer dans ma poitrine comme une pierre. J'ai ramassé la fourchette. Je l'ai reposée au bon endroit. Je n'ai rien dit. Victoria m'a souri de l'autre côté de la table. Je lui ai souri en retour, mais quelque chose avait changé. Quelque chose de petit et de tranchant. Une fissure que je ne pouvais pas voir mais que je sentais se propager sous la surface. La robe était la plus belle chose que j'ai jamais portée. Elle était simple, bleu pâle, élégante d'une manière qui n'attirait pas trop l'attention. Liam avait insisté pour me l'acheter. Il m'a emmené dans un magasin à l'éclairage tamisé, avec des femmes qui parlaient à voix basse et vous apportaient du champagne pendant que vous essayiez des choses. Je n'étais jamais allé dans un endroit pareil. J'ai choisi la plus simple que j'ai pu trouver. Même comme ça, elle coûtait plus que ce que je gagnais en un mois. Le mariage a eu lieu dans une grande salle d'un musée. Pas une église. Un musée. Le genre d'endroit où les sols étaient en marbre poli et les plafonds si hauts que votre voix résonnait si vous parliez trop fort.
La salle était remplie de gens que je ne connaissais pas. Des milliardaires, des mondains, des femmes en robe qui scintillaient comme de l'eau. Des hommes en smoking qui leur allaient comme s'ils avaient été cousus sur eux. Il y avait des photographes partout, des flashs crépitants, des gens tenant des verres de champagne et riant de cette manière facile. La façon dont les gens rient quand ils n'ont jamais eu à s'inquiéter de l'argent. Je me tenais près du fond. J'essayais de ne pas déranger. Je souriais quand les gens me regardaient. Je hochais la tête. Je sirotais de l'eau dans un verre en cristal parce que j'avais peur que si je buvais du champagne, je fasse quelque chose de mal. Je regardais Liam sur la petite estrade. Il portait un toast. Il avait l'air si heureux, si fier. Je voulais être heureuse pour lui. Je voulais sentir que j'avais ma place ici. Mais j'avais l'impression d'être dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est là que j'ai vu le garçon. Il ne devait pas avoir plus de 20 ans. Il portait un plateau, un immense plateau rempli de flûtes de champagne. Trop nombreuses. Le plateau tremblait dans ses mains. Je pouvais voir la tension dans ses épaules. La façon dont ses doigts étaient blancs à force de serrer les bords. Il allait le faire tomber. Je savais qu'il allait le faire tomber. J'ai agi sans réfléchir. C'était l'instinct. Le même instinct qui me faisait attraper un verre avant qu'il ne touche le sol. Le même instinct qui me faisait stabiliser une chaise avant que quelqu'un ne bascule. J'ai marché vers lui. J'ai tendu la main. « Laisse-moi t'aider, mon garçon », ai-je dit. Ça a l'air trop lourd. Il m'a regardé. Le soulagement a inondé son visage. J'ai posé mes mains sur le bord du plateau. Je l'ai stabilisé un instant. Tout allait bien. Et puis j'ai reculé. Mon talon s'est pris dans le tapis épais. J'ai senti que je trébuchais. J'ai essayé de me rattraper, mais il était trop tard. Le plateau a basculé. Les verres ont glissé. Et puis ils sont tombés. Tous. Une douzaine de flûtes de champagne dégringolant dans les airs au ralenti. Elles ont heurté la robe de Victoria. Le champagne a éclaboussé la soie blanche comme une vague. Il a imbibé le tissu. Il a coulé sur le sol. Je suis resté figé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Toute la salle est devenue silencieuse. Victoria a baissé les yeux. Sa bouche s'est ouverte, son visage s'est tordu en quelque chose que je n'ai pas reconnu. Et puis elle a crié, « Bon sang, qu'est-ce que tu as fait, espèce de péquenaude stupide et maladroite? As-tu la moindre idée de ce que coûte cette robe? Tu as ruiné mon mariage. » J'ai essayé de parler. Ma voix est sortie, faible et brisée. Je suis tellement désolé. J'essayais juste d'aider. Elle s'est avancée vers moi. Sa main s'est levée rapidement. La gifle a été nette et forte. Elle a résonné dans la salle comme un coup de tonnerre. Ma tête a tourné sur le côté. La brûlure s'est répandue sur ma joue comme un feu. Je me suis figé. Mes mains planaient dans les airs. Je pouvais sentir tous les yeux de la salle sur moi. Éloignez-vous de moi. Ne me touchez pas, le quatuor à cordes s'est arrêté. Le silence était suffocant. J'ai lentement levé une main vers ma joue. Elle était chaude. Je pouvais sentir la forme de ses doigts brûler ma peau. Mes yeux étaient grands ouverts. Je ne pouvais pas cligner. Je ne pouvais pas penser. Et puis j'ai entendu sa voix. « Victoria, qu'est-ce que tu viens de faire ?» La voix de Liam était basse, dangereusement calme. J'ai levé les yeux. Il se tenait au bord de l'estrade. Il était au milieu d'un toast. Le verre était encore dans sa main, mais son visage avait changé. Le sourire avait disparu. Ses yeux étaient durs et froids. Il me fixait, moi, sa mère, à genoux sur le sol avec du champagne sur ma robe et une marque rouge sur mon visage. Victoria s'est retournée. J'ai vu la panique traverser son visage. Pendant une brève seconde, elle a compris. Elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Mais ensuite, son expression a changé. Elle a fait un choix. Elle a persisté. Elle a forcé les larmes à monter à ses yeux. Elle a poussé un sanglot hystérique. Liam, elle a ruiné ma robe. Mon mariage. Je ne sais même pas comment elle est entrée ici. Ce doit être une des serveuses. Faites-la sortir. Le mensonge flottait dans l'air comme de la fumée. J'ai senti ma poitrine se serrer. Elle faisait semblant.
prétendant ne pas me connaître. Prétendant que je n'étais personne. Juste une femme maladroite qui était entrée par hasard. Liam n'a pas bougé. Il la fixait. Son expression était indéchiffrable. Et puis il a marché. Il est passé juste devant elle sans la regarder. Il est venu vers moi. Il s'est agenouillé à côté de moi. Il a enlevé sa veste de smoking. Elle était chère, sur mesure, parfaite. Il l'a drapée sur mes épaules. Ses mains étaient douces. Il s'est relevé. Il s'est retourné vers Victoria. Sa voix était calme, posée, mais il y avait de la glace en dessous. Ce n'est pas une serveuse. C'est ma mère. La salle a eu un hoquet de surprise. Des chuchotements ont éclaté. Les appareils photo ont flashé. Le visage de Victoria est devenu blanc. Liam s'est dirigé vers le micro sur l'estrade. Il l'a pris. Le Larsen a grincé un instant puis s'est tu. Il a regardé la foule, les milliardaires, les mondains, la presse. Mesdames et messieurs, a-t-il dit, merci d'être venus. La réception est terminée. Il s'est retourné. Il a regardé Victoria droit dans les yeux. Et mon mariage aussi. La vidéo était partout. Je ne l'ai pas regardée au début. Je ne pouvais pas. Mais Liam me l'a dit. Il a dit qu'elle avait été mise en ligne en quelques minutes. Quelqu'un au mariage avait tout filmé. La gifle, le cri de Victoria, ses mots au micro. En quelques heures, c'était sur tous les sites d'information, toutes les plateformes de médias sociaux. Ils ont appelé ça, la gifle du mariage. TMZ l'a passé en boucle. Page 6 a écrit des essais dessus. Des inconnus qui ne m'avaient jamais rencontré parlaient de moi comme s'ils connaissaient ma vie. Victoria a été détruite. C'est le seul mot pour le décrire. Les marques de luxe avec lesquelles elle travaillait l'ont laissé tomber en 24 heures. Chanel, Dior, des marques dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui comptaient apparemment dans son monde. Les œuvres de charité l'ont retirée de leur conseil d'administration. Les magazines ont cessé d'appeler. Sa famille de vieille fortune de la côte est, n'a pas pu la protéger. Ils ont essayé. Mais Internet ne se soucie pas de la vieille fortune. Il ne se soucie pas des relations. Il se soucie des histoires. Et Victoria était devenue la méchante d'une histoire que les gens ne pouvaient s'empêcher de regarder. Je suis devenu autre chose. Un symbole, disait-il, de dignité tranquille, d'humilité. La presse a fouillé mon passé. Ils ont trouvé la ville minière. Ils ont trouvé les registres de la mort de Thomas. Ils ont interviewé des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des voisins qui se souvenaient de moi travaillant 3 emplois. Le directeur du lycée qui a soudainement affirmé avoir toujours admiré mon dévouement. Ils ont écrit des articles sur le sacrifice, sur les mères qui donnent tout. Plus ils en apprenaient sur moi, plus ils m'aimaient. Et plus ils m'aimaient, plus ils détestaient Victoria. Je ne voulais rien de tout ça. J'ai dit à Liam de faire cesser tout ça, mais il a dit qu'il ne pouvait pas. Il a dit que l'histoire nous dépassait maintenant. Il a dit que les gens en avaient besoin. Ils avaient besoin de croire que la gentillesse comptait. Que la cruauté avait des conséquences. Je ne comprenais pas. Je voulais juste rentrer chez moi. Liam m'a emmené loin de New York. Nous sommes allés dans une petite maison qu'il possédait dans le nord de l'État. C'était calme là-bas. Pas de caméra, pas de journalistes, juste des arbres et du silence. Je lui ai demandé de ne pas poursuivre Victoria en justice. Il le voulait. Je pouvais le voir dans ses yeux. Mais je lui ai dit non. Je lui ai dit qu'elle avait déjà assez perdu. Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête. Mais il n'avait pas besoin de la poursuivre. Il l'avait déjà ruinée avec une seule phrase. Je choisis ma mère. C'est tout ce qu'il a fallu. Le monde avait choisi son camp, et Victoria était dans le camp des perdants. Les mois ont passé, le bruit s'est calmé. Nous sommes retournés aux Pentouzes. Liam a changé. Il a réduit ses heures de travail. Il rentrait plus tôt. Nous cuisinions ensemble. Des choses simples. Des pâtes, du poulet rôti, des choses que je faisais à la maison. Nous regardions de vieux films sur le canapé, des films en noir et blanc avec des acteurs dont je me souvenais de ma jeunesse. Il s'endormait la tête sur mon épaule et je restais assise là, dans le noir, et je ressentais quelque chose qui ressemblait à la paix.
Mais je ne pouvais pas rester assise longtemps. Mes mains avaient besoin d'être occupées. Elles l'avaient toujours été. Alors j'ai commencé à faire du bénévolat dans une soupe populaire à Brooklyn. C'était un petit endroit géré par une église. Il servait le déjeuner tous les jours à tous ceux qui en avaient besoin. Des sans-abri, des familles qui luttaient pour joindre les deux bouts. Des gens qui me rappelaient les gens de chez moi. Je travaillais dans la cuisine. Je coupais des légumes. Je remuais des marmites. Je servais la nourriture avec le sourire. Ça faisait du bien. C'était quelque chose que je comprenais. Un après-midi, alors que je versais de la soupe dans des bols, j'ai levé les yeux et je l'ai vue. Au début, je ne l'ai pas reconnue. Elle faisait la queue avec les autres. Ses cheveux n'étaient pas lavés, tirés en une queue de cheval en désordre, sans maquillage. Son visage était pâle et maigre. Elle portait un manteau bon marché, le genre qu'on achète dans un magasin discount. Elle était d'une maigreur douloureuse. Ses yeux étaient creux. C'était Victoria. Elle m'a vu. Elle s'est figée. Un instant, j'ai cru qu'elle allait partir, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est avancée. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Et puis elle s'est mise à pleurer. Pas les sanglots hystériques du mariage. C'était différent. Silencieux, brisé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, a-t-elle murmuré. J'étais si aveugle, si obsédée par le statut, par le fait d'être parfaite, d'être vue. J'ai tout gâché. J'ai gâché le mariage de votre fils. Je vous ai fait du mal. Je me suis fait du mal. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas comment vivre avec ce que j'ai fait. Je suis resté là, tenant la louche. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ce n'était pas la femme qui m'avait giflé. Ce n'était pas la femme qui avait fait des blagues cruelles au dîner. C'était juste une personne brisée, perdue, qui avait fait une terrible erreur. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave, parce que ce n'était pas le cas. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je pouvais faire autre chose. J'ai posé la louche. Je suis allé au comptoir. J'ai rempli un bol de soupe chaude. J'ai pris un morceau de pain dans le panier. Je le lui ai apporté. Je l'ai placé dans ses mains. Tout le monde fait des erreurs, Victoria, ai-je dit. Ma voix était calme mais ferme. Le pardon est facile. C'est de vivre d'une manière qui ne l'exige pas qui est la partie difficile. Maintenant, mangez. Vous avez l'air trop maigre. Elle a fixé le bol. Des larmes coulaient sur son visage. Elle a hoché la tête. Elle s'est assise à l'une des tables et elle a mangé. Je suis retourné servir la soupe. Je ne l'ai plus regardée, mais j'ai senti quelque chose changer, quelque chose de petit, une fissure qui pourrait un jour guérir. Ce soir-là, Liam est rentré à la maison. J'étais sur le balcon. La ville s'étendait en dessous de moi, une mer de lumière, de verre et d'acier. Mais je ne regardais pas l'horizon. Je regardais une photographie, la seule que j'avais apportée de Virginie occidentale. Elle était vieille, délavée. Les bords étaient usés. C'était une photo de moi et Thomas. Nous étions jeunes, couverts de poussière de charbon, souriants. Nous avions l'air fatigués, mais nous avions l'air heureux. Liam est venu se tenir à côté de moi. Il n'a rien dit au début. Nous sommes restés là, ensemble, dans le calme. Et puis il a parlé. À quoi tu penses, maman? J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient ridées maintenant, tachées par l'âge. Les callosités étaient toujours là, estompées, mais pas disparues. Elles ne disparaîtraient jamais. Je les ai tenues à la lumière de la ville. Ces mains qui avaient frotté des sols, raccommodé des vêtements et ramassé du verre brisé. Ces mains qui avaient travaillé 3 emplois, supplié pour des délais de paiement et vendu les dernières choses que mon mari avait laissées. Ces mains qui avaient bâti une vie à partir de rien. J'ai souri. Je pensais juste, ai-je dit, ces mains, elles ont été autrefois noires de poussière de charbon, puis à vif à cause du savon à la soude, mais elles ont bâti un homme bon. C'est tout ce qui compte. Liam a pris mes mains dans les siennes. Il les a tenues doucement comme si elles étaient quelque chose de précieux. Et puis il les a embrassées, une fois sur chaque paume. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Nous nous sommes assis ensemble sur les chaises du balcon, mère et fils.
Nous avons parlé doucement alors que la ville bourdonnait en dessous de nous. Il m'a remercié de l'avoir élevé, de lui avoir appris des choses que l'argent ne pouvait pas acheter, de lui avoir montré ce que signifiait être gentil, être humble, choisir l'amour plutôt que l'orgueil. J'ai regardé mon fils, cet homme brillant, accompli et bon, et j'ai pensé à toutes les années, tous les sacrifices, toute la douleur. Et j'ai réalisé quelque chose. Ça en valait la peine. Chaque instant. Ses mains avaient construit quelque chose qui durerait plus longtemps que les bâtiments, la richesse ou le statut. Elles avaient bâti un héritage. Elles avaient bâti l'amour. Et c'était suffisant. Il y a des mains qui bâtissent des empires. Et il y a des mains qui bâtissent des âmes. Nous vivons dans un monde qui célèbre les premières et oublie les secondes. Mais j'ai appris ceci, la véritable mesure d'une vie n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous donnez quand vous n'avez plus rien à donner. Les mains de ma mère n'ont jamais été douces. Elles étaient marquées par le travail et gercées par le sacrifice, mais elles m'ont tenu quand j'étais petit. Elles ont travaillé dans l'ombre pour que je puisse marcher dans la lumière. Elles ont saigné pour que je n'aie pas à le faire. Et à la fin, quand le monde a essayé de l'humilier, ses mains n'ont pas riposté. Elles n'ont pas maudit. Elles ont simplement attendu, silencieusement, avec une dignité qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la forme de force la plus difficile. Il n'efface pas la blessure. Il ne prétend pas que la douleur n'a jamais existé. Il choisit simplement de ne pas laisser l'amertume gagner. Ma mère me l'a appris. Elle m'a appris que l'amour n'est pas bruyant. Il n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. Il est patient. C'est la soupe placée dans des mains tremblantes. C'est la veste drapée sur des épaules frissonnantes. C'est le choix de voir l'humanité de quelqu'un même quand il a oublié la sienne. Si vous lisez ceci, je veux que vous fassiez quelque chose. Appelez votre mère. Appelez votre père. Appelez celui ou celle qui vous a élevé avec des mains calleuses et des yeux fatigués. Dites-leur que vous vous souvenez. Dites-leur que ça a compté. Dites-le leur avant que le temps ne soit écoulé. Parce qu'un jour, tout ce qui restera, ce sont les mains qui vous ont construit et l'amour qu'elles ont laissé derrière elles. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire sur la personne qui s'est sacrifiée pour vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous croyez que des histoires comme celle-ci comptent encore, parce que c'est le cas, et vous aussi.